2019, l'affichage en français brime-t-il vraiment les libertés des anglophones? Who cares? Et le comédien Serge Thériault confond ses deux pédales et est victime d'un accident d'automobile. J'ai déjà confondu deux pédales, je n'ai pas eu d'accident. Mais cette fois-là, André Montmorency m'a fait une de ses babounes. J'en tremble encore. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est aujourd'hui même que commencent en télévision les fameux BBM d'automne, où la grande course au code d'écoute, où toutes les émissions vraiment rivalisent d'ingéniosité, de scoop, pour accrocher l'attention et l'intérêt de toi, ma public. Par exemple, ce soir, là, à l'instant même où je vous parle, M. Simon Durivage présente son bulletin en direct de la fameuse toilette silencieuse de Pauline Marois. Je vous le jure, est-ce qu'on peut mettre la télé à TVA derrière moi? Regardez bien. Avec ça, du papier de toilette. Eh bien, vous allez le voir à l'instant. Mais bon, moi, je ne suis pas plus fou qu'un autre, et moi aussi, j'ai envie d'augmenter mes ratings. Alors, c'est pourquoi j'ai pensé que c'était l'occasion rêvée ce soir d'aborder un sujet des plus vendeurs pour les codes d'écoute, c'est-à-dire l'incompatibilité fondamentale qui existe entre l'art et la politique. Hein? 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 Je te fais chier, hein, là, Simon? Avec ça, du papier de toilette. Eh bien, vous allez le voir à l'instant. Me semble bien. Alors, nous avons pensé à un nouveau segment ce soir que nous avons appelé les Sculpture News. En route. Eh bien, vous savez probablement que la semaine dernière, le Sénat américain a refusé de ratifier le traité de désarmement nucléaire, hein, ce qui signifie, à peu de choses près, là, que vous allez tous mourir dans de souffrances atroces. Mais pas moi! Non, parce que moi, j'ai la soif de vivre. Très fort. Très, très fort. Eh bien, pour nous parler des enjeux de ce vote du Sénat américain, je reçois le journaliste et modèle vivant, M. Marc Laurando, qui va venir en discuter avec nous. M. Laurando, bonsoir Marc. Encore une fois. C'est un plaisir. Et re-bienvenue. Oui. Alors, je vous en prie, si vous voulez bien être assez gentil et modèle vivant pour prendre une place. De prendre la pause. De prendre la pause, laquelle vous semblera le plus à l'aise. Confortable ou... Confortable et évidemment qui vous met en valeur le plus possible. Ouais, pas trop pompeuse. Non, la plus simple possible. Bon, OK, alors moi, je retourne ici. Monsieur Laurando, évidemment, on est un petit peu loin de tout ça, nous, ici. Quoi qu'on s'y intéresse et qu'évidemment, on est tributaire des décisions comme celle-là, mais c'est un jugement, enfin, c'est un vote épouvantable. C'est une grosse affaire qui s'est passée. On n'a pas vu d'équivalent. Le système américain est comme ça. C'est-à-dire qu'à cause du système des poids et contrepoids, pour ce qui est des traités internationaux, quand le président doit en signer avec des pays étrangers, ça doit être ratifié par le Sénat. Sauf qu'il est exceptionnel qu'on appose un droit de veto sur un traité important. Et ce traité, entre parenthèses, est un des plus importants depuis la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Et on l'a bloqué, bien sûr, on a apposé un veto. Ça ne s'était pas vu depuis 1920, quand le Sénat a bloqué l'acceptation de la Société des Nations. Ah, mais ça, c'est juste une jambette politique. C'est vraiment un petit croc en jambe que les républicains ont voulu servir aux démocrates. Il reste un an avant les prochaines élections. Il y a plus que ça? Oui, il y a plus de dimension que ça. Il y a évidemment une certaine revanche face à Clinton, qui a mal vendu son projet. Il y a de la partisanerie aussi. Il y a un peu de relent de l'affaire Lewinsky. On n'est pas parvenu à le destituer à ce moment-là. Il y a des républicains qui le regrettent. Mais il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle l'isolationnisme, c'est-à-dire la peur de trop se mêler des questions internationales. C'est une idée qui est dans l'air ces temps-ci. Oui, chez les Américains aussi. Oui, c'est peut-être pas prétendent la police mondiale. Oui, exactement. C'est peut-être pas un courant majoritaire, mais il est quand même influent. Pat Buchanan, qui est candidat à la présidence et qui, lui, est sur la droite aussi, présentement a écrit un livre où il dit qu'en 1941, les Américains n'auraient jamais dû intervenir lors de la Seconde Guerre mondiale pour sauver la situation. Ça donne l'idée. Mais là, excusez-moi, qu'est-ce que l'opinion publique américaine pense de ça? J'ai entendu M. Clinton faire un discours à la suite du vote au Sénat, dire je crois pertinemment que les Américains, un jour, vont revenir et vont faire des pressions pour que ça soit revoté ou réadapté, ce traité-là. Oui, mais peut-être sera-t-il trop tard. 80 des électeurs, en fait, de la population, est en faveur de la signature de ce traité. La plupart des grands journaux, les éditorialistes du New York Times, Washington Post, ont dénoncé ça. The Economist à Londres, les chefs d'État étrangers, le président de la France, M. Gerhardt de l'Allemagne, évidemment, M. Chirac de France, les trois ont envoyé une lettre où ils s'adressent directement au Sénat pour
rappeler l'importance de ce traité. Non, il y a une sorte de mobilisation. On n'est pas en accord là, avec le Sénat. Il reste que le message qui est lancé à la communauté mondiale, c'est épouvantable. Le message, c'est que les affaires domestiques comptent plus que les affaires internationales. Oui, vous disiez le message qui est envoyé au Pakistan, c'est que c'est un pays qui a l'arme nucléaire, qui a fait des tests. Et le but de ce traité, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est d'arrêter les tests nucléaires. Et il vient d'avoir un coup d'État au Pakistan. On est passé à un régime militaire plus dur. Et ce régime est en conflit avec l'Inde, qui a aussi l'arme nucléaire. Espérons que ça ne dégénérera pas, évidemment. C'est un très mauvais message à envoyer. Et M. Laurando, excusez-moi, c'est tout le temps qu'on a. On pourrait en discourir pendant des heures. Merci infiniment d'avoir accepté de poser pour nous et de répondre à nos questions. Vous pouvez apporter ça à la maison, l'offrir à Anne-Marie, qui, je suis sûr, va en faire un bon usage. Oui. Merci beaucoup. On va passer à l'histoire avec ça. Oui, j'ai bien l'impression. Merci infiniment, M. Laurando. Au revoir. C'est dur de laisser une œuvre, hein? Je trouve ça bien dur. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, on retourne au bureau. Ça fait mal de faire quelque chose puis de l'envoyer comme ça, comme un enfant. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais là, nous, toute la journée au bureau, là, on a parlé que d'une chose, l'accident. L'accident de voiture du comédien Serge Thériault qu'on pouvait voir à la une du Journal de Montréal ce matin. Si vous saviez les débats que ça a lancés dans le bureau. Alors, certains étaient pour, d'autres étaient contre. Bon, d'autres ont élargi la discussion à savoir quelle personnalité québécoise ils préféraient voir dans un accident d'auto. Alors, on a fait une enquête et curieusement, c'est le journaliste Bruno Guglielminetti qui s'est retrouvé en tête de liste. Moi, je ne le connaissais pas, mais après avoir vu sa photo sur la jaquette de son nouveau livre Internet, les 1000 meilleurs sites en français de la planète, je n'ai pas pu faire autrement que de me ranger du côté de la majorité, vraiment. Alors, à la demande générale, voici donc Bruno Guglielminetti. Hein? Vous pourrez pas dire qu'on n'a jamais rien fait pour vous? Hein? Maintenant, revenons à l'accident de Serge Thériault, qu'a rencontré pour nous aujourd'hui M. Jean-René Dufort. On écoute. C'est avec émoi que le Québec a contemplé aujourd'hui la très pertinente une du Journal de Montréal. Moment a eu chaud. Sur 2 troublantes pages de drame humain, le journal nous raconte que Serge Thériault, 51 ans, alias Moment, a perdu la maîtrise de sa Camry 97, coin Saint-Denis et Saint-Zotique, pour aller égratigner un Petro-Canada. J'ai reçu un sac gonflable immense qui m'a comme... Et là, on te demande de réfléchir pendant ce temps-là, hein? OK. Moi, je venais d'accélérer pour me sauver de quelque chose. Et tout de suite, il faut que je réfléchisse en ayant un sac où on m'étouffe. Alors, ça se peut que je me sois trompé de pédale, comprends-tu? Toujours soucieux du détail pertinent, le journal nous présente une série de photos montrant un Serge Thériault décontracté qui sort de la voiture de patrouille, photo 1, tend les mains à une policière, photo 2, échange un sourire avec elle, photo 3, et s'en va voir son automobile démolie, photo 4. Je découpe jamais mes mouvements, moi. Tu sais, j'ai pas découpé mes mouvements en 4 mois. Tu sais, ce que j'ai vécu pendant 30 secondes, je l'ai pas découpé en 4 morceaux, là. Si tu veux, je sors comme ça, je fais ça, c'est à la main parce qu'à l'intérieur, j'avais eu du plaisir. Sa Camry est une perte totale. C'est peut-être pas... non, c'est peut-être pas une perte totale. Mais moi, on veut me faire dire ça, on veut me faire croire que dans mon char ce matin, ça se peut que ce soit une perte totale. Attends un peu, là, je peux en prendre, OK? Heureusement, Stéphane Lefebvre, le caissier de la station, s'en sort par miracle. Puis là, quand je l'ai vu comme... Là, ça fait comme les cigarettes ont tombé à terre, puis tout le gros kit. La lumière avant la Camry, OK? Elle est brisée, il l'a ramassée. Et j'ai vu dans ses yeux tout de suite que pour lui, c'était précieux. C'est une belle petite lumière ici. Il m'a écrit « Allô Stéphane, ne monte plus jamais le prix de l'essence. Bonne fin de vie, ta mère adoptive, Serge Thériault, Moment. » Sa seule amertume, s'être fait présenter comme étant Moment avant Serge Thériault. Comme je dis au gars hier, d'avoir su, j'avais, tu sais, mon bonnet, ma jaquette dans la valise, j'aurais sorti ça. Tant qu'à faire, tu vas faire une belle photo, fais-en, mon vieux. OK? Mais si j'appelle Claude qui monte sa barbe, monter dans le char est scrappé. Ah oui, donc. Veux-tu que je fasse comme ça, là, avec un alcotest, montrer que je suis pas pacté? Malgré tout, Serge Thériault reste positif et se tourne vers une nouvelle vie avec une nouvelle voiture. J'espère faire un autre front page du Journal de Montréal. J'espère, ouais. Ici Jean-René Dufort, à Montréal.
Oui, on te le souhaite, Serge, de faire un autre front page. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, alors Jean-René, 2 questions, on a très peu de temps. D'abord, comment fonctionne le traitement du fait divers? Comment on peut se précipiter si adroitement et si rapidement sur une nouvelle qui vient de se produire et croquer comme ça sur le vif des images d'accidents qui viennent de se produire? Ben, il y a 2 raisons. Souvent, chaque organe de presse a son petit radio qui écoute les lignes de la police. Oui. Et il y a aussi les délateurs. C'est sûr que tout le monde a téléphoné en disant « Hey, Serge Thériault vient de s'écraser dans le Petro-Canada. » C'est merveilleux. Et là, les journalistes se sont garochés. Évidemment. Alors là, je veux pas lancer... Il y a eu une discussion qui n'est pas terminée encore. Les journalistes se demandent, bon, l'information, le spectacle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Nous, on est accusés de, bon, le mélange des genres et tout ça. On ne reviendra pas là-dessus. N'empêche que j'entendais encore M. Michel C.O.G. du Journal de Montréal, dans le ici de la semaine dernière, je pense, nous accuser encore. Qu'est-ce que, selon vous, je parle à l'homme, là, Jean-René, oui. Est-ce que c'est plus dangereux de mélanger du pseudo-spectacle avec de l'information ou de faire une, comme on a fait celle-là avec l'accident de Serge Thériault? Ben, c'est comme se poser la question, est-ce que c'est mieux de mettre la sauce dans le spaghetti ou le spaghetti dans la sauce? C'est à peu près la même chose, sauf que M. Michel C.O.G. devrait peut-être regarder dans sa cour parce que c'est un fait divers, somme toute banal, et on peut se poser la question, est-ce que ça mérite une? Est-ce que c'est pas un peu de l'éco-vedettisme? Ah, peut-être un peu. On doit se laisser là-dessus, malheureusement, Jean-René. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Jean-René. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez. Qu'est-ce que j'entends là? Le Québec prive les anglophones de leurs doigts? Non, mais là, dans quelle société vivons-nous quand un gouvernement veut arracher les doigts des anglophones? Les anglophones ont droit à leurs doigts. Rien n'est plus important que ces doigts pour un anglophone. D'ailleurs, ça m'a inspiré un de mes plus beaux poèmes. Est-ce qu'on a le temps? Un poème qui s'intitule Le doigt et qui va comme suit. Doigt, 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 doigt et moi, ensemble pour la vie. Doigt, doigt, pouce, pouce, pouce. Il connaît son affaire. Doigt, 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 index majeur, paix, oh. Annulaire, auriculaire, oh, 2 hot dogs, pas de coleslaw, doigt, doigt. Quoi, doigt dans l'oreille, quoi? On me dit que ce sont les droits et non pas les doigts des anglophones qui sont menacés par la loi sur l'affichage au Québec. Et tout ça à cause d'un verdict de la juge Danielle Côté au sujet d'une plainte concernant l'affiche d'une petite boutique de Knowlton en Estrie, doigt. Et cela au moment même où les anglophones et francophones de la province avaient à peu près trouvé un terrain d'entente sur ce sujet. Ah, Madame la juge! Oh! Je prendrais bien le temps de vous montrer un de mes doigts. Mais regardons plutôt le reportage de Patrick Masbourian, qui, semble-t-il, lui, a trouvé la solution pour un peu raccommoder tout le monde. Doigt. Les voici repartis, here they go. Se soustrayant à la loi 101, 2 antiquaires des cantons de l'Est ont traîné en cours le gouvernement de la belle province. Hier, la Cour du Québec leur a donné raison en déclarant inopérants 2 articles de la Charte de la langue française, ce qui ouvre la voie à un affichage bilingue. C'est une longue lutte pour nous d'obtenir l'égalité, la reconnaissance de la liberté au Québec. Alors, c'est ce que le juge a dit, parce que hier, le juge a dit ceci. La situation normale, c'est que les gens soient libres de s'afficher comme ils veulent s'afficher. On a commencé à être temps qu'on sorte de ce pays-là, parce que nous, au MNQ, on veut défendre la loi 101. On pense même qu'il fallait la renforcer. On est même pour le linguisme français au Québec dans l'affichage. Depuis quelque temps, on retient des jeunes qui ont envie de se battre pour avoir un pays, puis ont envie de casser des vitrines parce que les Canadiens ne respectent pas notre peuple et notre langue. On va pas les retenir trop longtemps. Là. Wow, tabarnak! Ça va faire le niaisage. Ça fait des années qu'on entend les mêmes conneries puis que le débat tourne en rond. Il est grand temps que la fin du monde prenne les choses en main avant que la gang à Villeneuve casse tout. Notre solution, fuck les langues, place au pictogramme.
vraie égalité, ce serait pas aucune langue, finalement, par exemple, un dessin? Les gens ont le droit de s'exprimer, que ce soit sur le plan esthétique, le plan artistique ou simplement comme fantaisie. Il faut pas brimer les droits. Oui. Hey, bravo, Patrick Masbourian, bonsoir. Je ne fais que me découvrir des talents Ben dans oui, cette émission, c'est extraordinaire. Hey, c'est merveilleux, mais là, on a très peu de temps, Patrick. La portée d'un jugement, on voyait M. Johnson trépigner de plaisir là, à la suite de ce qui a été rendu comme verdict, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est juste technique comme... Ben, ça pourrait être grave. En fait, c'est surtout ridicule, à prime abord. Le gouvernement du Québec a déjà répondu par la bouche du canon, qu'est la ministre Mme Goupil, en disant qu'ils allaient porter la décision en appel. Ceci dit, cette décision-là qui a été rendue hier, ça contredit un peu le jugement de la Cour suprême de 88. Et là, la juge, côté, elle a dit, le gouvernement du Québec, les avocats du gouvernement n'ont pas fait la preuve que le français était encore menacé 10 ans plus tard. Ça veut dire, est-ce qu'il va falloir prouver ça légalement ou dans un contexte légal à chaque 10 ans? C'est ça qui devient un peu ridicule, finalement, et qui va possiblement engendrer un bordel. Et ça ouvre une brèche. C'est bien évident que là, les Anglais vont se mettre à... C'est un précédent. Ben oui, c'est ça. Il y a des causes qui s'en viennent, et là, c'est le bordel qui commence. On va suivre le dossier, Patrick. Ah, écoutez, aimez-vous ma solution? Oui, j'adore votre solution. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le monde des sports. Restez avec nous. Eh bien, célébrez, bon peuple, voici Paul Oud, les sports et le retour de son merveilleux segment Patin! Et voici Réal. Ah oui, bonsoir, Paul. La clarinette de Sidney Bechet. Ah oui, pardon? De Sidney Bechet, la clarinette. Sidney Bechet à la clarinette. Merci beaucoup, Sidney. Bonne fin de soirée. Il est mort. Mais donc, Potin, vu hier au Centre Molson le retour de Maître Marcel Aubu. C'est vrai. On n'avait pas vu depuis un certain temps déjà. Ça a causé tout un émoi chez vous, à ce que j'ai entendu parler. Surtout de la façon dont on nous l'a montré. J'ai trouvé ça, malheureusement, même si c'était nos collègues de TQS, j'ai trouvé ça un peu disgracieux. On l'a montré en train de s'empiffrer dans le popcorn, alors que Marcel Aubu... Regardez, tiens. Bon. Alors que Marcel Aubu est un exemple, un modèle à suivre maintenant en matière d'habitudes alimentaires. Regardez-le. Ah, mon Dieu! Seigneur, c'est j'ai jamais vu quelqu'un manger de même. Regardez ça! Ça a-tu de l'allure, masqué à ce rythme-là? Attends pas l'eau! Ah, ça n'a pas de bon sens, on voit le beurre dégouliner. Remarquez quand même une chose, c'est que dans les régimes amaigrissants, on permet le popcorn à condition qu'il n'y ait pas de beurre ou de sel. C'est ça. Mais là, on voyait clairement le beurre dégouliner en torrent. Vous avez vu sur le côté? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi haut le cœur. Des nouvelles de nos jeunes joueuses de rugby, José Lacasse en tête, qui sont toujours en tournée en Nouvelle-Zélande. Elles ont perdu face aux Black Ferns. Ce sont les fougères noires. Les fougères noires? De quelle partie du monde? Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande? Oui, les fougères noires de Nouvelle-Zélande. Elles ont perdu 73-0 et 65-5. Ah, ben c'est malheureux, mais ce n'est qu'une petite défaite parmi plein de victoires. Passons à la Formule 1, si vous le voulez bien. Comme vous le sentez. Dans ce que j'appelle maintenant désormais l'affaire Rari. Oh, évidemment, pour faire écho à... Des fois, je suis tellement plus clair. L'affaire Rari. Je sais bien. Eh bien oui, c'est demain que le tribunal d'appel va rendre sa décision. Oui. Il y a un magazine allemand qui révèle que McLaren, l'écurie concurrente, celle de Mika Hakkinen, était déjà au courant au sujet des déflecteurs. Et qu'ils attendaient de lâcher la bombe au bon moment, c'est-à-dire au moment où les Ferrari allaient devancer les McLaren et Hakkinen. Mais c'est effrayant de sous-entendre quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a des preuves? On a des preuves? Eh bien, il y a un mystérieux personnage. En fait, il n'est pas si mystérieux. C'est un délégué technique de la Fédération internationale. Il s'appelle Joe Bauer. C'est lui qui est allé mesurer le déflecteur qui dépassait de 10 mm. Or, demain, lorsqu'on va rendre le jugement, la décision de disqualification des Ferrari pourrait être renversée sur un point technique. C'est que Joe Bauer était un délégué de la FIA, mais il ne faisait pas partie des 3 commissaires techniques de l'épreuve. OK, donc il n'y a pas la crédibilité ou... C'est-à-dire qu'il a la crédibilité, mais il n'était pas le commissaire, il n'était pas un des 3 commissaires techniques. Alors ça compte pas finalement. Donc, Bernie Ecclestone, le grand argentier, pourrait voir son désir se réaliser. On pourrait réhabiliter en quelque sorte
les deux Ferrari et se diriger vers un final de Formule 1 absolument incroyable au Japon. Ça, c'est au Japon dans la semaine prochaine. La semaine prochaine. Exactement. C'est extraordinaire. Alors, c'est à suivre, c'est demain la décision. OK, bien, on suit ça. L'affaire Rari. Ah oui, ça va être très bon. On en parle demain, j'imagine, dans la chronique Sport, Paul. Merci beaucoup. Oui, l'affaire Harry, oui, Paul, qui l'aime-tu? OK, merci, Paul. On a pensé à ça ce matin, c'est très bon. Alors, on va faire une petite pause et revenons avec le cowboy et son cheval Trigger nous dire le temps qu'il fera. Reste avec nous. Et à 7 heures. Content qu'il fera avec notre météorologue amateur de la semaine, le cowboy José Coutu, qui, si je ne m'abuse, est avec Trigger ce soir. Ah, mon Dieu, Trigger qui filme manifestement pas, qui a vu Marcel au but, l'image mal au cœur du popcorn. Comment allez-vous? Ça va très bien être là, vous? Oui, ça va très bien. Allez-y avec la météo, José. Ce soir, il va faire 5, puis des nuages, puis demain, 11, puis il va mouiller. Ah oui? Ah, boy, ça l'a mis de bonne humeur. Oui, ça l'a mis de bonne humeur. Hey, quelle belle bête, quand même. Là, je vais m'en aller chez nous. Ah, ben, c'est vous retournez vers l'ouest. C'est vrai, ça. OK, ben, bye, José. À demain. Merci. Bye, tout le monde. À demain. Ah, c'est bon.